Bonjour. Merci d'abord au Sonitech de m'avoir proposé de venir faire cette keynote parce que c'est un sujet qui me touche et que je suis ravie de pouvoir vous le partager. Donc, comme on vous l'a dit, je vais vous parler aujourd'hui d'autisme et je vais essayer de répondre à la question comment faire pour intégrer au mieux une personne autiste dans votre entreprise. Je vais d'abord vous parler un petit peu de ce que c'est l'autisme. Je vais vous donner les caractéristiques majeures et quelques-unes des caractéristiques annexes. Et après, je vous parlerai des astuces qui, selon moi, peuvent vous aider à intégrer une personne autiste dans l'entreprise. Bien sûr, ce ne sont pas toutes les astuces, parce que c'est un sujet extrêmement vaste. On pourrait en faire un atelier de 4 heures, je pense, voire plus. Mais ce sont celles qui, à mon sens, sont les plus prioritaires, les plus importantes, qui peuvent vous donner une bonne base pour comprendre le sujet. Et je vais essayer de vous donner aussi le point de vue de la personne autiste pour que vous puissiez réussir à comprendre. Parce que si vous comprenez pourquoi vous faites ça, peut-être que vous aurez plus de facilité à comprendre ce que vous pouvez faire pour l'accueillir mieux. Parce qu'il ne suffit pas de donner des affirmations pour que ça fonctionne. Pour vous parler un peu de moi, d'abord, on m'appelle NJ. Mon vrai prénom, c'est Déborah, mais mon prénom d'usage, c'est NJ. Je suis développeuse depuis un peu plus de 5 ans. Je suis actuellement chez Norcis. Vous pouvez me trouver sur Twitter. J'y râle beaucoup, mais j'y partage aussi pas mal de choses sur la diversité, sur l'inclusion en général. Je parle de ma vie de développeuse. Je pose aussi plein de questions parce que j'aime bien comprendre le monde qui m'entoure. Et donc, vous pouvez aussi me trouver sur LinkedIn. J'y suis un petit peu moins. J'essaye d'y faire quelques articles sur divers sujets, sur l'accessibilité, sur des choses comme ça. Et je fais aussi partie des Duchesses. Alors, du coup, l'autisme, qu'est-ce que c'est ? On parle de neurodiversité. On parle de spectre de l'autisme. Il y a plusieurs caractéristiques principales qui servent pour le diagnostic, celles que vous voyez ici. Donc d'abord, le trouble de communication verbale et non verbale. En exemple verbal, on a ne pas savoir trouver sa place dans la conversation, ne pas savoir quand parler, ne pas savoir de quoi parler, des difficultés avec les divers codes sociaux, ne pas comprendre les small talk, pas comprendre pourquoi il faut dire oui à ça va, par exemple, comprendre la signification des expressions imagées. Est-ce que vous avez déjà vu des cordes tomber, par exemple ? En exemple non verbal, on peut avoir trop ou pas assez de contact visuel, avoir du mal à comprendre le temps exact qu'il faut pour regarder la personne pour que ce soit quelque chose de socialement acceptable. Ne pas comprendre ou mal comprendre le langage corporel aussi, et du coup, comme elle le comprend mal, elle l'utilise mal, elle peut vous donner des signaux contradictoires. Et voilà pour le non-verbal. On a des difficultés d'interaction sociale. Là, ça va être des difficultés à adapter son comportement en fonction du contexte, parce qu'on ne se comporte pas de la même manière avec ses amis, avec des potes, avec la famille ou au travail. Il y a des codes sociaux qui sont totalement différents. Avoir du mal à entretenir des relations, ne pas savoir qu'il faut envoyer un message régulièrement pour que la relation ne s'effiloche pas au fil du temps. Des difficultés à s'intéresser aussi à la vie quotidienne de quelqu'un si ça ne fait pas partie des intérêts restreints de la personne. Des difficultés à comprendre les codes sociaux en place dans un groupe aussi. Donc ça, je vais en parler régulièrement. Et aussi de grosses difficultés à les utiliser correctement. Et enfin, quelque chose qu'on voit très souvent, c'est des difficultés à comprendre les messages implicites, le langage implicite, et pareil, ne les utilise pas, ou peu, ou extrêmement mal, et du coup a du mal à communiquer les mêmes choses que vous. On peut voir aussi donc des stéréotypies prononcées et répétitives. Les stéréotypies, vous connaissez un petit peu ça, c'est quand vous jouez avec votre stylo, quand vous bougez votre jambe, quand vous vous touchez les cheveux, des balancements d'avant en arrière ou des choses comme ça. Et enfin, les intérêts restreints. C'est une activité qui passionne tellement la personne qu'elle peut y passer des heures sans se rendre compte du temps qui passe et en oubliant de prendre en compte ses besoins vitaux comme manger, boire du café, etc.
Et ça peut arriver aussi que la personne en vienne à avoir un savoir encyclopédique sur le sujet. On parle souvent du syndrome savant, mais en fait, c'est juste que la personne passe plus de temps que vous sur ces sujets-là, et donc elle a l'air d'être un génie sur les sujets, alors que elle n'a pas dormi et elle a passé son temps dessus, quoi. On peut voir aussi un penchant pour la collectionnite, collectionner les trains, les figurines, les voitures, les chevaux, les livres, les success-teams, etc. Quelques caractéristiques annexes. On va pouvoir voir des particularités sensorielles, des hypo ou des hypersensibilités au son, à la lumière, aux odeurs, au toucher, au goût. On peut voir aussi de la prosopagnosie. La prosopagnosie, c'est le fait de ne pas reconnaître les gens à leur visage. Donc on reconnaît aux cheveux, ce qui est un petit peu con parce que les gens vont chez le coiffeur, à la barbe, pareil, aux lunettes ou des choses comme ça. Ça peut être très compliqué pour une personne du coup de vous reconnaître dans la rue hors contexte parce que elle reconnaît juste pas votre visage. C'est pas de votre faute. Avoir aussi une prosodie bodotone ou mal maîtrisée. La prosodie, c'est la mélodie de la voix. C'est ce qui dynamise votre discours, mais c'est aussi, ça vous donne des intentions dans votre langage. Donc, vous remarquez par exemple que quand on pose une question, on va vers l'aigu, par exemple. Et ça fait partie de codes sociaux, ce genre de choses-là. Des difficultés aussi motrices, une proprioception déficiente, des coordinations aléatoires, des raideurs. On peut voir aussi une posture de tortue, la tête en avant, ce qui est souvent une posture un peu défensive. On peut voir aussi un gros besoin de routine. Il faut que tous les matins, elle ait la même chose pour se réveiller, pour que sa journée se passe correctement. Et aussi du mal à gérer son temps correctement. On pourra voir une personne mettre 15 réveils le matin pour se rendre compte du temps qui passe avant de partir au travail, par exemple. Un petit mot sur Asperger. C'est pas un singe savant. Quand on parle d'Asperger, on parle de personnes autistes, mais sans déficience et sans retard de langage. C'est quelque chose qui fait partie du spectre. C'est pas un truc à part. D'ailleurs, c'est tellement difficile de différencier Asperger des personnes autistes que ça a été retiré du DSM. Le DSM, c'est le livre qui rassemble tous les troubles et maladies mentales. Donc aujourd'hui, quand on parle d'autistes Asperger, on va parler plus de personnes autistes à haut niveau de fonctionnement. Et encore, ça dépend des gens parce que ça donne une espèce de classement alors que c'est difficile de mesurer les différentes caractéristiques qui font qu'elles rentrent dedans. Voilà. Chaque autiste est différent, donc on parle de spectre. Comme je vous disais, il y a différentes caractéristiques qui vont être présentes à différents niveaux. Et parler de spectre, c'est vachement cool parce que du coup, on peut parler des parties invisibles, parce qu'il y a beaucoup de caractéristiques que vous ne voyez pas, elles sont très intérieures, ou qui sont camouflées. Et quand elles sont camouflées, ça demande un effort de compensation assez important pour la personne pour pouvoir réussir à s'intégrer. Et donc ça donne pas mal de fatigabilité. C'est aussi pas une maladie. On parle de neurodiversité. C'est une manière de fonctionner différente qui, dans beaucoup de cas, peut entraîner des troubles handicapants. Mais on est autiste, on ne le devient pas et surtout, on n'en guérit pas. On peut juste cacher qu'on l'est. On sait aujourd'hui que les causes sont en général génétiques. Donc, c'est une mutation, une ou plusieurs mutations qu'on peut soit recevoir des parents, soit qui apparaissent spontanément durant la gestation. Ça peut avoir des facteurs environnementaux, comme la pollution, les médicaments, la prise d'alcool, des choses comme ça. Et dans certains cas assez rares, comme on parle d'un trouble neurodéveloppemental, ça peut apparaître à un stade très précoce du développement après la naissance. Mais ça, c'est quelque chose d'assez rare. L'autisme aussi, c'est pas un handicap en lui-même. Ce sont les caractéristiques de l'autisme qui font qu'elle peut être en situation de handicap. Je m'explique.
Par exemple, si vous avez une personne qui est très sensible au son et au bruit et qui a du mal à se concentrer quand il y a du bruit, si vous la mettez dans un open space, eh ben, elle ne va pas être en mesure de fonctionner dans cet open space et de travailler sereinement et correctement. Vous la mettez en situation de handicap. Pour moi, le plus gros souci sur l'autisme, c'est la méconnaissance du sujet. Parce qu'on a tous eu les différents clichés. On pense à Rain Man, on pense aux différents clichés qu'on peut voir dans les médias. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a on estime entre 1 et 3% de personnes autistes dans le monde. Ça veut dire que théoriquement, vous connaissez tous au moins une personne qui est sur le spectre. On parle de... Ce que j'aime bien dire, c'est que les personnes autistes ont comme une langue maternelle différente, avec des codes sociaux différents, et elles atterrissent dans le monde avec votre langue à vous, et elle a du mal à vous comprendre parce que c'est pas sa langue, et il faut qu'elle réussisse à s'adapter en fonction de ça. Un petit aparté sémantique, vous avez remarqué que je parle de personnes autistes. Je ne parle pas de personnes avec autisme ou porteuses d'autisme, etc. Parce que pour moi, ça fait partie intégrante de la personne. Elle naît avec, elle se construit avec ses différentes caractéristiques, et ce n'est pas quelque chose qu'on peut lui enlever. Ce n'est pas un boulet qui est à côté d'elle. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut éteindre non plus. Donc moi, je parle de personnes autistes, mais tout le monde n'a pas la même manière de penser. Donc dans l'idéal, si vous parlez à une personne qui vous dit qu'elle est autiste et qui vous parle de son autisme, vous pouvez lui demander quelle est l'appellation qu'elle préfère. On parle aussi de TSA, trouble du spectre autistique. Le TSA, on va plus parler des caractéristiques du coup quand on parle du TSA, et le SA pour syndrome Asperger. Il y a encore aujourd'hui des personnes, même si le terme a été retiré, qui s'appellent entre elles des ASPI. On parle d'autistes, donc les personnes qui sont autistes. Les personnes qui ne sont pas autistes, ce sont des alistes. Voilà, c'est le petit mot du jour. Je ne vais pas l'utiliser beaucoup parce qu'il n'est pas naturellement dans mon vocabulaire, mais comme ça, vous le saurez. Et moi, je préfère parler de neuroatypie, parce que souvent, l'autisme est allié avec plusieurs autres troubles. On peut parler de TDA, de haut potentiel intellectuel. Ce n'est pas un trouble au potentiel intellectuel, mais il y a des choses qui vont souvent ensemble, les troubles 10, etc. Donc on parle de neuroatypie, et l'inverse, donc c'est les neurotypiques. Il y a certainement une majorité de neurotypiques parmi vous. Les caractéristiques que je vais évoquer, c'est des caractéristiques qu'on peut trouver chez les personnes autistes, mais tous les autistes sont différents. Comme je vous disais, ça peut être présent à différentes intensités. Et aussi, comme je vous disais, ça peut être camouflé. On parle vraiment de spectre. Ce qu'on aime bien dire, c'est qu'il y a à peu près autant d'autisme que de personnes autistes, parce qu'on l'exprime différemment selon les personnes. Il est possible aussi que dans certaines des caractéristiques que je vais vous parler, vous vous reconnaissiez, mais ça ne veut pas dire que vous êtes autiste. Le diagnostic, ça se fait sur l'intensité des différentes caractéristiques et leur nombre. Il faut avoir un certain nombre de caractéristiques dans la liste pour qu'on puisse vous diagnostiquer. Et ne pas voir ces caractéristiques chez quelqu'un, surtout si elle vous dit qu'elle est autiste, ça ne veut pas dire qu'elle vous ment, et ça ne veut pas dire que c'est un effet de mode ou quoi. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça peut peut-être juste vouloir dire qu'elle a réussi à apprendre à s'intégrer et à camoufler ses difficultés. Et si elle camoufle ses difficultés, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle est bien. Ça demande beaucoup d'efforts pour se camoufler. Et une bonne nouvelle quand même, c'est que si jamais vous vous retrouvez dans ces caractéristiques, ça veut dire que les astuces dont je vais vous parler, ça pourra vous aider. Voilà. Ce que j'aime bien dire, c'est que les personnes autistes, elles sont un peu comme un canari des mines. Est-ce que vous voyez le terme du canari des mines? Oui. Si un environnement est trop agressif pour une personne autiste, il y a de grandes chances que ce qui l'agresse, ça vous agresse vous aussi dans l'ensemble. Et si vous rendez l'environnement moins agressif, ça rendra l'environnement moins agressif aussi pour vous.
Et donc, si elle exprime un malaise, c'est peut-être que les autres personnes ont ce malaise aussi, c'est juste qu'elles n'osent pas l'exprimer. Et donc, on va commencer maintenant avec les astuces. Alors, d'abord, une petite question. Est-ce que, quand le Covid est arrivé, il y en a parmi vous qui ont été soulagés de ne plus avoir à faire la bise? À la main levée. Il y en a plus que je croyais. Donc déjà, c'est un excellent exemple. Donc, quand on arrive dans un nouvel environnement, il y a des nouvelles personnes, des nouveaux codes sociaux. Les codes sociaux dans une entreprise, selon les équipes, ne sont pas les mêmes. Donc, on commence par quoi? On se dit bonjour en serrant la main, en se faisant la bise, en se tapant violemment sur l'épaule. Donc, à savoir, l'une des caractéristiques communes à l'autisme, c'est d'avoir du mal avec les contacts physiques. La proximité physique, les contacts physiques, ça peut être très inconfortable pour ces personnes. Mais comme ce n'est pas une généralité, l'idéal, c'est quand même de lui demander aussi. Donc vous pouvez commencer par lui dire, ici, on se serre la main pour se dire bonjour, mais est-ce que ça te va ou est-ce que tu préfères une autre méthode de salutation? Ce que j'aime bien avec cette question-là, c'est que vous commencez par lui donner le cadre, par lui donner les premiers codes sociaux, par l'inclure dans ces codes sociaux, et en même temps, vous lui donnez la possibilité de s'exprimer sur ses besoins, et donc lui permettre de se rendre compte que elle peut vous dire quand il y a quelque chose qui lui convient pas dans les codes sociaux que vous avez, et que vous êtes d'accord pour vous adapter. Pour moi, c'est un super bon début parce que ça met tout de suite en confiance et ça pourra vous éviter que pendant plusieurs semaines, il y ait quelque chose qui la dérange et qu'elle finisse par exploser parce qu'elle n'a pas osé vous le dire. Item suivant, le consentement tactile. C'est un petit peu la continuité. Donc, je vous disais que le contact physique peut être inconfortable pour une personne autiste, mais parfois il peut même être douloureux. Sans déconner, une personne peut, si vous la touchez, il y en a certains qui peuvent ressentir comme des lames de rasoir sur elle, tellement c'était pas prévu et qu'elle ne le supporte pas. Donc, encore une fois, c'est un spectre. Toutes les personnes ne sont pas comme ça. Il y en a qui adorent faire des hugs, par exemple. Donc, dans l'idéal, le plus simple, c'est de lui demander. Donc, demandez-lui si la personne est confortable pour que vous exprimiez votre côté tactile et bien sûr jusqu'où ça va. Et le truc intéressant là-dessus, c'est que c'est quelque chose de valable pas seulement avec les personnes autistes. Enfin, vous connaissez tous les notions de consentement. Item suivant, les stéréotypies. Ça, c'est un assez gros item. Donc, quand vous rongez les ongles, quand vous abusez du clic de votre stylo, quand vous bougez les jambes, quand vous touchez les cheveux, vous alignez des objets, c'est quelque chose que une bonne partie d'entre vous fait déjà. Vous évacuez quelque chose. Vous avez besoin de faire quelque chose de vos mains, de tout ça. La différence avec la personne autiste, c'est que c'est un besoin. Elle fait ça souvent quand elle reçoit trop de stimuli, quand elle n'arrive pas à gérer certaines de ses émotions, et il faut l'évacuer d'une manière ou d'une autre. C'est nécessaire pour son fonctionnement. Et vous allez voir aussi de façon vachement plus visible et beaucoup plus fréquent. Donc, il va y avoir des balancements d'avant en arrière, il va y avoir c'est quelque chose que vous allez voir qui peut être systématique. Et où on peut aussi voir l'une des caractéristiques qu'on peut voir sur pas mal de personnes, c'est l'idée de flappement, où souvent c'est une expression d'une émotion très forte qui est en train d'arriver, négative ou positive, et c'est quelque chose de nécessaire. Donc, comme c'est nécessaire, il est très important de ne pas lui interdire de le faire, même devant des clients, parce que c'est nécessaire à son fonctionnement. Si jamais vous avez vraiment besoin, vous pouvez lui proposer, si c'est possible, de dévier ces stéréotypies vers quelque chose d'un petit peu plus discret, lui proposer des fidget cubes, par exemple, ou divers fidgets. Vous pouvez trouver des super fidgets comme ça sur Optoy, si jamais vous connaissez. Voilà. Et en plus, il n'y a pas que les personnes autistes qui aiment bien ce genre d'objets. Une autre stéréotypie dont je vais vous parler, c'est l'écolalie.
L'écholalie, c'est le fait de faire des petits bruits, de répéter des sons ou des phrases ou des mots. Et plus précisément, celui dont je vais vous parler, c'est justement répéter des phrases. Comme on a un langage verbal différent, des difficultés à comprendre le langage verbal de tout le monde, selon les différents contextes, avec des différents codes sociaux et différentes manières de parler, la personne va parfois utiliser l'écholalie pour prendre le temps de réfléchir à ce que vous dites, le traduire dans sa tête. Si c'est une question, par exemple, elle va répéter votre question, réfléchir à la question, la traduire, et ensuite essayer de formuler une réponse, traduire dans un langage que vous allez comprendre et essayer de la mettre sur le même lexique que le vôtre. Et donc, quand elle fait ça, ça lui permet de donner l'impression que son langage est plus fluide, est aussi fluide que le vôtre. Et c'est quelque chose qu'on peut voir aussi en mode économie d'énergie, sur les manières de dire bonjour ou sur les manières de dire au revoir. Le fait de répéter les mêmes mots que vous sur les salutations, la manière de dire au revoir et les formules de politesse avant de raccrocher un téléphone, ça permet de ne pas réfléchir à une formulation, ça permet de rester sur le même champ lexical que le vôtre, de ne pas être impoli, parce qu'elle ne cherche pas à être impolie, elle a juste du mal à vous comprendre. Et donc c'est un excellent outil de camouflage. Item suivant, la gestion de l'implicite. Donc vous avez déjà un bon exemple ici, je l'aime beaucoup celui-là. Dans l'idéal, l'implicite, n'en faites pas. Mais on est dans le monde réel. Donc il faut savoir qu'une des caractéristiques communes de l'autisme, c'est, comme je vous disais, c'est des difficultés à comprendre l'implicite et des difficultés à l'utiliser. Je vais vous donner quelques exemples. Imaginez un enfant dans sa chambre, il y a un de ses parents qui rentre, qui ouvre la porte, qui regarde et qui dit « c'est le bordel ici » et qui repart. J'imagine que vous comprenez tous ce que ça veut dire. Ranger la chambre, exactement. Eh bien, il est possible que la personne à qui c'est arrivé ait été punie plusieurs fois pour les mêmes raisons, sans comprendre pourquoi, parce qu'on ne lui a pas dit qu'il fallait ranger la chambre. Un autre exemple, l'enfant court dans le jardin où il y a plein de boue parce qu'il a plu la veille, et le parent lui dit de s'essuyer les pieds avant de rentrer avec la serpillière. L'enfant se met devant l'encadrure de la porte, prend la serpillière, essuie le dessus des chaussures, pose la serpillière et va dans la maison pour mettre de la boue tout partout. L'instruction n'a pas été très précise. Il y avait des notions implicites dedans. Il fallait s'essuyer sur la serpillière à l'intérieur de la maison avant d'entrer. Voilà. Il y a d'autres notions d'implicites, comme par exemple la question « Est-ce que tu peux me passer le sel ?» Oui, je peux te passer le sel. Mais tu ne m'as pas demandé de te le passer. Et ça, c'est des choses que vous faites régulièrement au travail. C'est est-ce que tu peux lancer tel truc, est-ce que tu peux mettre à jour la version, des choses comme ça. Vous ne donnez pas l'instruction de le faire, vous lui demandez si elle est capable de le faire. Et ce genre de petits détails, ça implique un droit à l'erreur. Si jamais la personne ne fait pas ce que vous lui avez demandé, ben c'est peut-être que vous ne lui avez pas demandé. Donc c'est assez important de comprendre ces notions-là et de ne pas lui reprocher de ne pas avoir compris l'instruction et de comprendre que vous avez peut-être vous aussi des efforts à faire au niveau de la communication. Donc dans l'idéal, pour des communications sereines, essayez d'être le plus explicite possible, essayez d'écrire des instructions, expliquer-lui son rôle, son champ d'intervention, où est-ce qu'elle a le droit de poser ses pattes, expliquez-lui ce qui est attendu d'elle, et bien évidemment, comme tout employé, ce sont des choses qui sont mouvantes. Une fois qu'elle est intégrée, elle va avoir un rôle différent au fur et à mesure. Donc il faudra lui rappeler ce qui est attendu et lui dire quand il y a des choses de plus qui sont attendues, explicitement. Donc, voilà, dans l'idéal, essayez d'être le plus explicite. Et il y a une partie des personnes autistes qui préfèrent des instructions écrites. Ça lui permet d'éviter
de vous poser 50 fois la même question parce qu'elle n'a pas très bien compris, de relire les instructions et de revenir vers vous si les instructions ne sont pas claires. Et dans ce cas-là, il y a juste à mettre à jour les instructions écrites. Une petite note sur l'implicite positif. Dans la communication en général, il y a des micro-expressions, il y a des expressions et des demandes que vous utilisez qui transmettent des intentions sans que vous le disiez explicitement. Par exemple, quand vous invitez quelqu'un, vous avez des implicites dedans. Je t'invite à faire une pause café. L'implicite, c'est j'ai envie de passer un moment informel avec toi. Quand vous lui dites je t'invite à prendre une bière en dehors du travail, ça peut être je t'apprécie et je veux nouer une relation hors travail avec toi. Je t'envoie un SMS pour savoir comment tu vas, je m'intéresse à toi et je veux maintenir notre relation. Ce sont des avances amicales qui peuvent ne pas être comprises par la personne autiste. Vous avez peut-être laissé tomber une relation sympa parce que vous n'avez pas compris qu'elle n'avait pas compris. Et vous avez peut-être juste besoin d'expliciter vos intentions amicales. Et il faut savoir aussi que du coup, la personne autiste ne sait pas nécessairement faire des avances amicales. Ça ne veut pas dire qu'elle ne s'intéresse pas à vous. Elle sait juste pas nécessairement le communiquer verbalement ou implicitement. Ou au contraire, d'ailleurs, elle va le communiquer trop parce qu'elle ne sait pas quoi dire, donc elle va tout dire, et ça peut vous donner une impression d'envahissement, mais c'est sa manière de réussir à vous faire comprendre qu'elle vous apprécie. Donc il faut juste l'accepter. Et donc, pour se sentir intégré, il faut intégrer la personne explicitement. Donc verbaliser et expliciter vos attentes, vos intentions, etc. Donc dis-lui, je t'invite parce que on insère la raison explicite, parce que je t'apprécie, parce que j'ai envie de te connaître, parce que je te considère comme un pote, parce que je veux passer du temps avec toi, etc. Et aussi verbaliser l'état des moments informels. Dites-lui quand vous avez passé un bon moment, parce qu'il est possible qu'elle va présupposer de base qu'elle a passé un mauvais moment, parce que comme la communication a été difficile à acquérir, il y a de grandes chances qu'elle ait été rejetée de pas mal d'événements et que du coup, c'est le truc qui arrive régulièrement et que donc faut pas hésiter à être explicite sur ces choses-là. C'était super cool que tu sois là, ou j'ai passé un moment, etc. La gestion de la précision et du cadre. Je vais vous donner l'exemple de la préparation que peut faire une personne autiste quand elle va à un lieu, genre à son premier entretien pour un travail. Elle peut, par exemple, aller sur Google, rechercher le chemin, prendre en photo le chemin, aller sur Google Street, faire tout le chemin sur Google Street, noter sur un post-it les trucs importants, prendre en photo le post-it, emmener le post-it, parce qu'on ne sait jamais, soit on perd le post-it, soit le téléphone n'a plus de batterie. Et c'est quelque chose de nécessaire pour elle parce qu'elle a besoin d'engranger le maximum de data possible pour arriver à un endroit où elle ne sait rien et où il peut y avoir pas mal d'imprévus et elle ne peut pas gérer ces choses-là. Donc plus elle a de data et plus elle est capable de gérer les imprévus. C'est aussi ce qui va commencer ses besoins de routine. Parce que c'est comme ça qu'on commence la routine. Elle va choisir son chemin et ça cadrera ses journées de travail après. Et si jamais il y a quelque chose qui ne va pas dans cette routine, imaginons il y a une déviation sur la route 2 semaines après qu'elle ait choisi son chemin, ça peut lui causer une frustration extrême et lui bousiller sa journée parce que c'est quelque chose, c'est un gros imprévu et c'est très énergivore même si tout se passe bien à l'arrivée quand qu'elle est arrivée à l'heure, etc. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir. Ce besoin de routine, ça veut aussi dire qu'il peut y avoir une notion de territoire. C'est peut-être un peu cliché, mais la personne va souvent avoir sa chaise, sa tasse, son PC, sa place, même si c'est un flex office, elle a peut-être besoin de sa place et va ressentir une grosse frustration si jamais vous lui piquez sa place. Oui, je sais, il y en a une bonne partie qui pense à Sheldon, c'est pas un cliché.
Donc, pour limiter l'impact des imprévus, donnez-lui un plan. Quand vous savez que la personne est autiste et qu'elle a besoin, ou même quand vous ne le savez pas d'ailleurs, hein, ça peut être super confortable pour tout le monde de savoir où est-ce qu'on va, dans quel couloir on va, dans quel bâtiment, etc. Dites-lui à qui s'adresser, dites-lui le process, la localisation exacte, les différents process de l'équipe, comment fonctionne une journée, comment fonctionne une semaine, les différents rituels, parce que les rituels, c'est quelque chose de très rassurant pour une personne autiste, et les différents processus de travail. Et tenez-vous-y. Si par exemple, le cycle de vie d'un ticket, c'est en cours, revue, validation, test et poussé sur master, lui dites pas de pousser sur master directement parce qu'il y a une urgence, ou alors dites-lui que exceptionnellement il faut le faire tout de suite, mais que ce n'est pas une instruction qui annule les autres. D'ailleurs, évitez les instructions contradictoires. Si vous lui dites quelque chose un jour et que vous dites quelque chose de contraire le lendemain, il faut lui dire si ça annule la première chose que vous avez dite, parce que sinon, ça va rentrer en conflit pour elle et elle va se sentir paralysée et peut ne pas bien fonctionner pendant un certain temps, et vous n'avez pas envie qu'elle reste coincée comme ça pendant longtemps. Avec le temps, c'est une capacité, c'est quelque chose qui va s'améliorer. Elle va commencer à mieux gérer en étant bien incluse les différents imprévus, mieux gérer les codes sociaux, etc. Et donc, elle pourra jouer avec de la même manière que n'importe qui. C'est juste que ça prend du temps et il faut lui laisser ce temps. Item suivant, la surstimulation. Il faut savoir que le cerveau, c'est un super outil. Vous avez le bruit du micro, vous avez le bruit de ma voix, vous avez des gens qui discutent, quelqu'un qui fait grincer un siège parce qu'il est en train de secouer sa jambe. Et votre cerveau, ce qu'il fait, c'est qu'il détermine la chose qui est importante pour vous et il réduit le bruit et les informations de tout le reste. Imaginez qu'il y a un vigile à l'entrée, il fait passer par la grande porte ma voix et les autres informations vont passer par des petites portes d'attention qui font que vous avez ces informations, mais elles ne sont pas importantes, voire même il y en a certaines qui peuvent être dans un brouhaha, vous n'entendez peut-être pas le brouhaha par exemple. Pour une personne autiste, c'est un peu compliqué parce que la boîte est plus petite, la porte est plus grande et le videur il est bourré. Donc il laisse passer un petit peu n'importe qui, il laisse un petit peu toutes les stimulations, et c'est des choses qui sont très coûteuses. Il est très énergivore ce videur. Et donc, par exemple, ça va se traduire par, dans un bar, elle va avoir du mal à comprendre la conversation avec vous, parce qu'il y a tout le bruit autour qui est au même volume que votre voix. Elle n'arrive pas à baisser ce truc-là. Donc vous allez la voir lire sur vos lèvres, un petit peu comme si elle était malentendante. C'est exactement, c'est un peu ça. Et comme c'est quelque chose de très énergivore, s'il y a trop de stimuli, ça peut assez vite poser des soucis. Il y a un moment, le videur, il s'éteint, quoi. Les sens peuvent être assez parasités s'il y a trop de stimuli. Par exemple, s'il y a plein de lumière, plein de bruit, etc., et qu'elle se cogne quelque part, elle peut ne pas se rendre compte qu'elle s'est fait mal, parce qu'il y a trop d'informations en même temps, et ça peut être parfois dangereux pour la personne. Et donc, si le videur s'éteint, on peut arriver à ce qu'on appelle l'étape du shutdown. Le shutdown, c'est quelque chose qui va se traduire par la personne peut devenir mutique, peut avoir des réponses un petit peu plus directes, avoir une grosse irritabilité, devenir tétanique. Elle n'a plus d'énergie de prendre une décision, même simple. Vous lui proposez un chocolat au lait ou un chocolat noir, vous la faites paniquer. Et tout l'environnement peut devenir très agressif pour elle. Le moindre truc peut lui poser souci. Si vous bousculez sa chaise, si vous l'interrompez, si vous l'obligez à répondre à vos questions, ça peut lui faire, ça peut la faire paniquer ou lui faire, être très agressif pour elle. Donc dans ce genre de cas, il faut essayer d'abord laisser la personne faire ce dont elle a besoin pour se calmer. Parce que parfois, juste passer un petit peu de temps sur une activité régénératrice ou dans le noir ou loin des gens, etc., ça peut l'aider. Et à revenir sur un niveau d'énergie suffisant pour supporter les stimuli. Vous pouvez aussi réduire les stimuli qu'il peut y avoir. S'il y a quelqu'un qui crie à côté d'elle,
c'est le bon moment pour la virer. Vous pouvez aussi réduire les lumières, réduire le bruit, etc. Si jamais les stimuli en question, c'est de la pression et des difficultés à gérer ses émotions parce qu'elle a trop de pression, trop de choses à faire, essayez de déléguer une partie de ses tâches le temps qu'elle se calme. Si ça n'est pas suffisant ou si vous n'avez pas pris en compte ses besoins, on peut arriver à l'étape qu'on appelle le meltdown. Et là où le shutdown, c'est un peu une implosion, la personne se renferme sur elle, elle est en mode protection parce qu'elle n'a plus rien qui la protège. Le meltdown, c'est une explosion. Vous risquez de voir la personne crier très fort, jeter des objets. C'est une expression de colère sans filtre. Elle va peut-être avoir besoin de faire du mal à quelque chose ou à quelqu'un, le plus souvent elle-même. Et là, pour une fois, vous ne pouvez rien lui demander parce qu'elle n'est pas dans un état où elle pourra comprendre ce que vous allez dire, parce qu'il y a une bonne partie de ses fonctions qui sont éteintes. Elle est juste en train d'évacuer ce qui ne va pas. Donc, dans l'idéal, attendez juste que ça se calme, sauf si elle est en train de se faire du mal. Dans ce cas-là, de préférence, quelqu'un de formé à la sécurité au travail essaye de la maîtriser ou lui mettre une couverture autour d'elle, essayer de la calmer. Mais dans l'idéal, ne faites rien, ou si ça dure trop longtemps, appelez les pompiers. Mais quand vous le faites, dites bien que la personne est autiste et dites-leur aussi les différentes caractéristiques qu'elle peut avoir. Parce que, par exemple, si elle n'aime pas être touchée, ça peut la faire paniquer qu'on essaye de la toucher. Voilà. Donc, après, laissez les professionnels faire leur travail, mais dans l'idéal, il faut donner leurs caractéristiques. Bref, en résumé, dans l'idéal, bannissez l'implicite, explicitez le plus possible vos différentes interactions avec elle, les différentes instructions, etc. Verbalisez, communiquez. Accepter les difficultés parce que c'est des choses que vous ne pouvez pas, qu'elle ne peut pas contrôler et qui font partie d'elle. Elle ne fait pas exprès d'être comme elle est. Ça fait partie de sa personnalité. Et c'est des personnes comme les autres, donc vous pouvez lui demander ce dont elle a besoin et appliquer ce qu'elle vous demande. Quelques petites sources que j'aime beaucoup. Il y a Julie Daché, je prononce toujours mal son nom, je ne sais jamais, qui a fait un livre qui s'appelle La différence invisible, qui pour moi a été une super introduction sur le sujet pour ce qui est de l'autisme au féminin, parce qu'on sait que les caractéristiques de l'autisme ne s'expriment pas de la même manière chez les hommes et chez les femmes. C'est parce qu'on leur apprend beaucoup plus à utiliser des codes sociaux et à être sociable, à communiquer, etc. Et donc c'est le parcours d'une jeune femme qui justement découvre qu'elle est autiste et toutes les petites choses qui font que sa vie s'améliore en comprenant comment elle est. Et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et qui est une très bonne introduction. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui est autiste, vous pouvez lui en parler, ou si vous l'êtes et que vous voulez en parler à d'autres personnes, ça peut être un bon truc de leur montrer le livre et pour faire comprendre comment vous êtes. Les petites BD que vous avez vues tout du long de la présentation, c'était à l'époque de Aspie Girl, qui est devenue Lily Spectrum. Je ne suis pas sûre de l'avoir bien écrit, mais bon, voilà. Et l'une des personnes qui a relu ma conférence, c'est Anne-Charlotte. Donc, si vous cherchez Anne-Charlotte autisme sur YouTube, vous allez pouvoir la retrouver. Elle fait des super vidéos qui expliquent ce que c'est la fatigabilité, l'autisme, tout ça. Et ça peut aussi être... si vous voulez aller plus loin, vous pouvez commencer par aller par là. Un autre livre, c'est Comprendre les règles tacites des relations sociales de Tante Plegrandin et Sean Bowen. C'est un livre qui est vachement bien parce que il explique pour les personnes autistes les différentes règles qu'elles ne comprennent pas, mais comme c'est fait par des personnes autistes, ça permet aussi de comprendre pourquoi la personne autiste ne comprend pas ces différents codes. Donc c'est autant c'est à mettre entre toutes les mains si vous voulez comprendre le sujet. Et enfin, la Bible du sujet, c'est le syndrome Asperger de Tony Attwood.
je ne sais pas s'il a changé de nom, le livre, depuis qu'on l'a retiré du DSM, mais dedans, il y a tout ce qui concerne le syndrome Asperger et les différentes caractéristiques et les différentes choses qui peuvent aider la personne si on a besoin. C'est fini. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous voulez, vous pouvez poser quelques questions. Je pense qu'on a du temps. On a eu le temps de une ou deux questions. Donc, s'il y en a qui sont motivés. Ouais. Bonjour, merci pour ta conférence. J'ai une question par rapport à donc, une personne autiste en entreprise. Si on n'est pas au courant, si elle n'en parle pas, comment est-ce qu'on peut peut-être détecter des signaux pour essayer de la mettre la plus à l'aise possible? Je sais que tu as dit qu'il y avait, oui, alors on serre la main ici, toi, qu'est-ce que tu préfères? Mais ce n'est pas des choses qui sont normales de demander peut-être pour nous. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire en plus si elle n'en parle pas, quoi? C'est compliqué parce qu'il y a pas mal de personnes autistes qui ne savent pas non plus qu'elles le sont ou qui ne sont pas diagnostiquées, qui ne vont pas en parler parce qu'elles ne sont pas diagnostiquées. D'ailleurs, par exemple, moi, j'ai des caractéristiques communes, mais je ne suis pas diagnostiquée, donc je parle de mes difficultés. Je ne parle pas d'autisme en entreprise. Et si vous voyez une personne qui... C'est une question difficile parce que vous ne pouvez pas lui dire « est-ce que tu es autiste ?» C'est poser un diagnostic, c'est quelque chose déjà légalement vous n'avez pas le droit et ça peut être très gênant pour elle. Donc la seule chose que vous pouvez faire, c'est éventuellement parler du sujet en général, lui montrer que c'est un sujet qui peut être, auquel vous êtes sensible et que vous acceptez. Et je sais que la réponse est un peu générale, mais appliquer ces astuces pour tout le monde et il y aura moins de... ça sera plus... je ne sais pas comment dire, mais si vous l'appliquez pour tout le monde, du coup, les personnes autistes vont pouvoir se sentir incluses. Je ne sais pas si ça répond bien. Il y aura le temps aussi de trouver Angie dans la conférence pendant ces 2 jours, donc n'hésitez pas à lui poser des questions. On est un peu ric-rac, donc je me permets de couper les questions là, si ça te va. Il n'y a pas de souci. Eh bien, merci. On peut l'applaudir encore une fois. Merci beaucoup. Merci.